Au fin fond des archives de l'État de Virginie, enfouies sous des décennies de dossiers administratifs, repose une collection de documents que les autorités ont tenté désespérément de faire disparaître pendant plus de 2 siècles. 23 témoignages de témoins, 14 rapports de coroner décrivant des morts d'une brutalité telle qu'elle défiait toute explication, et un journal taché de sang appartenant à une femme dont le nom même devint synonyme de terreur dans tout le comté d'Enrio. Nous sommes en 1801 et Kate Bender venait d'entamer ce que les habitants chuchoteraient comme la saison de chasse qui ne prit jamais fin. Ce qui rend ces documents particulièrement troublants, ce n'est pas seulement leur degré de détail, mais la précision méthodique avec laquelle ils consignent un règne de terreur qui coûta la vie à au moins 37 esclaves en fuite en l'espace de 18 mois. Plus glaçant encore, à quel point ces atrocités ont failli rester totalement cachées à l'histoire. Avant de poursuivre l'histoire de Kate Bender et des horreurs qui se sont déroulées dans les forêts du comté d'Enrio, je veux que vous sachiez que cette chaîne est dédiée à vous apporter les mystères historiques les plus sombres et les plus rigoureusement documentés que d'autres n'osent pas raconter. Si vous avez le courage d'entendre des récits comme celui-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Et je suis curieux, d'où nous écoutez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi dans quel état ou quelle ville vous vous trouvez. Maintenant, pénétrons dans les ombres de la Virginie de 1801, où la soif de vengeance d'une femme allait la transformer en quelque chose de bien plus terrifiant que n'importe quel monstre du folklore. La découverte de ces documents, en 1987, a provoqué des ondes de choc dans les milieux académiques, mais leur contenu a été jugé trop sensible pour une diffusion publique. Ce que vous êtes sur le point d'entendre a été compilé à partir de ces dossiers sous scellés, de récits de survivants et de témoignages au tribunal qui dressent un portrait d'un mal si méthodique et si brutal qu'il remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'ère du chemin de fer clandestin. Richmond, en Virginie, en 1801, était une ville en équilibre précaire au bord du bouleversement. L'échec de la rébellion de Gabriel Prosser l'été précédent avait laissé toute la région dans un état de tension paranoïaque. Les propriétaires de plantations dormaient avec des mousquets chargés à côté de leurs billes et les esclaves disparaissaient dans la nuit à un rythme sans précédent. C'est dans cette atmosphère de peur et de méfiance que Kate Bender émergea de l'obscurité pour entrer dans l'infamie. Le comté d'Enrio, juste à l'extérieur des marchés de tabac animés de Richmond, abritait des dizaines de plantations tentaculaires reliées par un réseau de chemins de terre qui serpentaient à travers des forêts denses et des marécages traîtreux. La région était devenue un corridor crucial pour les esclaves en fuite, tentant de rejoindre les territoires libres de Pennsylvanie, des conducteurs du chemin de fer clandestin établissant des routes secrètes à travers la même nature sauvage qui allait bientôt devenir le terrain de chasse de Kate Bender. Kate Bender n'était pas une femme qu'on oubliait facilement. Mesurant près d'1,83 m, avec des épaules plus larges que celles de plupart des hommes et des bras qui ressemblaient davantage à des troncs d'arbres qu'à des membres humains, elle imposait par sa seule présence. Ses mains, témoigneraient plus tard des témoins, étaient si grandes et si puissantes qu'elle pouvait briser des noix entre ses doigts et plier des fers à chevaux avec un effort minimal. Mais ce sont ses yeux qui troublaient vraiment ceux qui la croisaient, 2 orbes gris pâles qui semblaient regarder à travers les gens plutôt que de les regarder, comme si elle calculait en permanence quelque chose que les autres ne pouvaient comprendre. Née Catherine Elizabeth Hartwell en 1765, dans une famille de pauvres fermiers métayers du Piémont de Virginie, Kate avait appris très tôt que survivre exigeait de la force et de l'implacabilité. Son enfance fut marquée par un labeur érannant dans les champs de tabac et la menace constante d'expulsion, des expériences qui l'endurcirent et lui firent voir le monde à travers le prisme de la violence et de la chasse. À l'âge adulte, Kate s'était forgé une réputation, réglé les disputes à coups de poing et intimidé des hommes faits par sa seule présence. En 1789, elle épousa Thomas Bender, un contremaître de plantation dont la brutalité était légendaire dans tout le comté d'Enrio. Thomas mesurait à peine 1,73 m, mais sa cruauté envers les travailleurs réduits en esclavage sous sa supervision était si extrême que même d'autres contremaîtres trouvaient ses méthodes inquiétantes.
Il portait un fouet de cuir incrusté de rivets métalliques et tirait un plaisir pervers à dessiner des tourments psychologiques qui brisaient les esprits aussi sûrement que les punitions physiques brisaient les corps. Kate, loin d'être repoussée par la nature sadique de son mari, semblait la trouver fascinante, observant souvent depuis les ombres ses séances disciplinaires. La maison de la plantation Bender se dressait sur 800 acres de tabac de première qualité bordés par la rivière Chickahominy au nord et de denses forêts de pins au sud. Thomas supervisait auprès de 40 personnes réduites en esclavage, les gouvernant par un régime de terreur qui incluait des passages à tabac publics, des séparations familiales délibérées et un système d'informateurs qui montait esclave contre esclave. Kate, de son côté, dirigeait la domesticité avec une main de fer, traitant les domestiques réduits en esclavage avec telle de dureté que plusieurs tentèrent de se suicider plutôt que d'endurer ces malvices, ces maudits sévices quotidiennes. Leur mariage était aussi violent que passionné. Des voisins signalaient fréquemment des bruits de meubles brisés et des disputes criées qui résonnaient dans la maison des Bender tard dans la nuit. Pourtant, Thomas semblait sincèrement dévoué à sa massive épouse, reconnaissant peut-être en elle une âme sœur partageant son appétit pour la souffrance infligée. Kate, pour sa part, considérait Thomas comme la seule personne qui comprenait vraiment sa nature, le seul homme assez fort pour égaler sa propre capacité à la violence. Le couple n'a eu d'enfant, un fait que les commérantes locales attribuaient à la taille et au tempérament antinaturel de Kate. Le docteur Samuel Richardson, qui s'occupait occasionnellement des besoins médicaux de la plantation, écrirait plus tard dans ses journaux privés que Kate Bender possédait une constitution plus adaptée à un cheval de trait qu'à une femme, et manifestait des patrons de comportement suggérant une déconnexion fondamentale des émotions humaines normales. Ces observations, formulées des années avant les horreurs à venir, se révélèrent sinistrement prophétiques. Vers 1800, la plantation Bender était devenue synonyme de terreur parmi la communauté réduite en esclavage. Des histoires circulaient à voix basse sur les ouvriers battus à mort pour des infractions mineures, de l'habitude de Kate d'assister au châtiment avec un évident plaisir, et de la manière dont les deux Bender semblaient prendre un plaisir particulier à briser des familles esclaves. Plusieurs tentatives d'échapper avaient eu lieu dans le fil des années, mais les talents de traqueur de Thomas et la connaissance intime que Kate avait de la nature environnante rendaient les fuites réussies presque impossibles. C'est dans cette période de tension croissante que commencèrent à courir des rumeurs concernant la rébellion planifiée de Gabriel Prosser. Thomas Bender, en tant qu'un des contremaîtres les plus expérimentés du comté d'Enrio, fut recruté pour aider à coordonner la réponse à toute éventuelle insurrection. Il se jeta dans la tâche avec son enthousiasme habituel, organisant des patrouilles, interrogeant des conspirateurs présumés et élaborant des stratégies pour étouffer la rébellion avant qu'elle se propage. Kate observait ces préparatifs avec une fascination croissante. Elle accompagna Thomas lors de plusieurs patrouilles nocturnes, sa carrure massive se mouvant dans l'obscurité avec une surprenante discrétion, tandis qu'il cherchait des signes de rassemblement d'esclaves ou d'armes cachées. Ces expéditions semblaient réveiller en Kate quelque chose qui, jusque-là, somnoyait. Un instinct prédateur qui allait bientôt trouver une expression bien plus sinistre. La rébellion avortée d'août 1800 s'était achevée avant d'avoir vraiment commencé. Trahi par des informateurs et dispersé par un orage violent, Gabriel Prosser et ses co-conspirateurs furent capturés et exécutés, leurs têtes exposées au bout de piques pour avertir quiconque nourrirait des pensées similaires. Mais les suites de cette tentative de soulèvement installèrent une paranoïa qui persista des mois durant. Les propriétaires de plantations voyaient dans chaque rassemblement d'esclaves une insurrection potentielle et réagissaient avec une brutalité croissante. C'est dans ce climat de peur et de répression que Thomas Bender prit la décision qui scellerait son destin et déchaînera sur le monde la véritable nature de sa femme. Le matin du 15 octobre 1800 se leva gris et froid. Un vent amer portant l'odeur des feuilles mortes à travers les forêts du comté de Henrico. Thomas Bender avait appris qu'un groupe d'esclaves en fuite traversait la région pour tenter de gagner les territoires libres du Nord.
Selon ces informateurs, le groupe se composait de 5 hommes et 2 femmes, partis de plantations plus au sud et remontant la rivière Chickahominy vers ce qu'ils espéraient être la liberté. Thomas rassembla une équipe de chasse composée de lui-même, de 2 contremaîtres voisins, Samuel Clark et William Patterson, et de 4 chiens de piste élevés spécialement pour traquer une proie humaine. Kate avait demandé à se joindre à l'expédition, arguant que sa connaissance du terrain local serait précieuse. Thomas s'y opposa d'abord, affirmant que la chasse aux esclaves fugitifs était une affaire d'hommes, mais l'insistance de Kate finit par avoir raison de ses objections. Elle s'arma d'une lourde massue de chêne et prit place parmi les chasseurs avec une ardeur qui aurait dû alarmer ceux qui l'entouraient. Le groupe partit avant la l'aube, suivant les chiens qui avaient saisi la piste le long de la berge. Kate se mouvait dans les fourrés avec une agilité remarquable pour quelqu'un de sa taille. Ses yeux pâles fouillaient la forêt à la recherche de traces que d'autres auraient pu manquer. Elle paraissait presque exaltée par la chasse, s'avançant fréquemment en éclaireuse et appelant les autres lorsqu'elle découvrait des branches brisées ou des empreintes indiquant la direction de leur proie. À la mi-journée, ils avaient nettement gagné du terrain sur les fuyards. Les chiens s'excitaient de plus en plus, leur aboiement devenant frénétique à mesure que la piste se faisait plus fraîche. Thomas estima qu'ils n'étaient plus qu'à 1 heure au plus de leur cible et le groupe redoubla d'efforts. Kate, en particulier, semblait galvanisée par la proximité de la proie. Sa respiration se faisait plus lourde et ses mouvements plus prédateurs. Ils trouvèrent les fuyards au repos dans une petite clairière au bord d'un ruisseau, manifestement épuisés par leur fuite et inconscients de la proximité de leurs poursuivants. Les 7 esclaves, allant d'un garçon adolescent à une femme aux cheveux gris dans la cinquantaine, partageaient ce qui semblait être leur dernière provision lorsque les chasseurs surgirent des arbres alentours. La suite fut racontée dans de multiples dépositions, bien que les récits divergent sur des points cruciaux. Selon la déclaration ultérieure de Samuel Clark aux autorités, Thomas Bender ordonna aux fugitifs de se rendre et de retourner pacifiquement chez leurs propriétaires. Le plus âgé d'entre eux, un homme nommé Joshua, qui avait été prédicateur sur sa plantation, s'avança pour tenter de négocier, offrant de revenir volontairement si les autres étaient autorisés à poursuivre leur évasion. La réponse de Thomas fut de frapper Joshua dans le visage avec son fouet, ouvrant une entaille qui se mit aussitôt à saigner abondamment. Cet acte de violence déclencha exactement le genre de résistance désespérée que les chasseurs espéraient peut-être provoquer. Les plus jeunes des fuyards se ruèrent en avant pour défendre leur chef, tandis que les femmes et le garçon tentaient de s'enfuir plus profondément dans la forêt. Dans le chaos qui suivit, Kate Bender affirmera plus tard que son mari s'était séparé du groupe principal en poursuivant 2 des jeunes hommes vers le ruisseau. La version officielle, consignée dans les archives du tribunal du comté de Henrico, indique que Thomas Bender fut retrouvé 2 heures plus tard, flottant face contre l'eau profonde, le crâne écrasé par ce qui semblait être une lourde pierre. Mais le récit privé de Kate, tel qu'il apparaît dans le journal découvert plus tard parmi ses effets, raconte une histoire bien plus différente. D'après ses propres mots, écrits d'une main anguleuse et à peine lisible, Thomas avait acculé les 2 jeunes hommes au bord du ruisseau et tentait de les rouer de coups pour les soumettre quand ils se retournèrent contre lui avec une fureur désespérée. Elle a affirmé avoir assisté à toutes les scènes à distance, pétrifiée d'horreur, tandis que les esclaves tuaient son mari à coups de pierre arrachés au lit du ruisseau. Que la version de Kate fût exacte ou qu'elle ait joué un rôle plus actif dans la mort de son mari demeura matière de spéculation pour les enquêteurs qui réexaminèrent l'affaire des décennies plus tard.
Ce qui est certain, c'est que lorsque les autres chasseurs atteignirent le ruisseau, Thomas Bender était mort, et Kate était agenouillée auprès de son corps, sa massive figure secouée par ce qui semblait être du chagrin, mais que plusieurs témoins décrirent plus tard comme quelque chose de plus complexe et de plus troublant. Les 2 esclaves qui auraient tué Thomas ne furent jamais capturés. Ils s'étaient évanouis dans la forêt dense qui bordait le ruisseau, ne laissant derrière eux que des pierres tachées de sang et le cadavre de l'un des contremaîtres les plus craints du comté d'Henrico. Samuel Clark et William Patterson, stupéfaits par ce brusque retournement, aidèrent Kate à ramener le corps de son mari jusqu'aux chevaux, puis la raccompagnèrent chez elle dans un silence hébété. Aux funérailles de Thomas Bender, presque tous les propriétaires de plantations du comté étaient présents, voyant dans sa mort une atteinte directe à l'ordre social qui régissait leur monde. Le fait que des esclaves eussent tué un contremaître blanc et échappé à la justice était perçu comme un précédent intolérable, susceptible d'encourager d'autres actes de rébellion. Les appels à des patrouilles renforcées et à des châtiments plus sévères se multiplièrent pendant la cérémonie. Mais Kate Bender y assista, impassible, le visage de pierre. Nul n'aurait pu imaginer la métamorphose qui s'opérait derrière l'impassibilité de Kate Bender. La mort de son mari ne l'avait pas simplement dévastée. Elle avait réveillé en elle quelque chose de primitif et de terrible, tapi au plus profond de sa puissante carcasse. Tandis qu'elle regardait le cercueil de Thomas descendre en terre, Kate Bender ourdissait déjà la vengeance qui allait consumer le reste de sa vie. Le docteur Richardson, présent aux funérailles en sa qualité de médecin de famille, écrirait plus tard que le comportement de Kate durant la cérémonie lui avait paru profondément inquiétant. Elle ne versa aucune larme, ne parla à personne et sembla observer les autres endeuillés avec la même expression calculatrice qu'elle réservait autrefois aux séances disciplinaires de son mari. Abordée par des voisins venus lui présenter leurs condoléances, elle répondit par des phrases monosyllabiques, d'une voix si plate et dénuée d'émotion que plusieurs personnes dirent en avoir eu des frissons. Les semaines qui suivirent l'inhumation de Thomas furent marquées par le retrait apparent de Kate de toute vie sociale normale. Elle renvoya la plupart des travailleurs de la plantation, n'en gardant que le strict nécessaire pour assurer le fonctionnement minimal du domaine, et passait des périodes de plus en plus longues, seule, dans les forêts qui entouraient sa propriété. Les voisins qui la croisèrent lors de ces expéditions solitaires rapportèrent qu'elle semblait étudier le terrain avec une intensité inhabituelle, comme si elle mémorisait chaque arbre, chaque ruisseau, chaque coulée de gibier dans un but obscur. En décembre 1800, Kate Bender avait pratiquement disparu de la société ordinaire. La maison de la plantation, autrefois un foyer d'efficacité brutale sous la direction de Thomas, était devenue une bâtisse sombre et silencieuse que les voisins évitaient autant que possible. Les commerçants locaux remarquèrent que Kate avait commencé à acheter des objets inhabituels, des longueurs de cordes, des collets métalliques généralement utilisés pour piéger le gros gibier, et des outils dont la finalité paraissait obscure. C'est durant cette période d'isolement et de deuil apparent que Kate commença à développer les compétences et les stratégies qui allaient bientôt faire d'elle le prédateur le plus craint de tout le comté d'Henrico. À l'époque, cependant, personne n'aurait imaginé que la veuve éplorée se préparait méthodiquement à une campagne de vengeance qui terroriserait la région pendant près de 2 ans. La transformation de Kate Bender de veuve éplorée en tueuse méthodique ne se fit pas en une nuit. Durant les rudes mois d'hiver de 1800 et jusqu'au début du printemps 1801, elle traversa une métamorphose psychologique aussi complète qu'effrayante. La femme qui sortit de cette période d'isolement ressemblait peu à l'épouse du contremaître de plantation qui avait enterré son mari quelques mois plus tôt. Le premier meurtre attribué avec certitude à Kate eut lieu le 23 mars 1801, bien que le corps ne soit découvert que près d'1 semaine plus tard. La victime était un jeune homme nommé Samuel, qui s'était enfui d'une plantation située à près de 40 miles au sud et tentait de remonter la rivière Chickahominy vers les territoires libres. Son corps fut trouvé pendu à un arbre gigantesque, à environ 2 miles de la propriété des Bender.
suspendu par le cou à l'aide d'un nœud coulant en corde de chanvre. Ce qui rendit la découverte particulièrement troublante ne tenait pas simplement du fait de sa mort, mais de l'état dans lequel on trouva le corps. Les mains attachées dans le dos par ce qui semblait d'être lanières de cuir et des vêtements portant les traces d'une lutte prolongée à travers un sous-bois dense. Plus inquiétantes encore étaient les marques autour de sa gorge, qui laissaient penser qu'il avait été étranglé à main nue avant d'être pendu, comme si le tueur avait voulu assurer la mort par plusieurs moyens. Le constable local, James Whitefield, mena une enquête sommaire qui conclut que Samuel s'était probablement suicidé, désespéré par l'échec de sa tentative d'évasion. Cette explication ne convainquit personne parmi ceux qui examinèrent réellement les éléments. Mais les autorités répugnaient à reconnaître qu'un esclave fugitif avait été amassé, car cela les obligerait à enquêter et potentiellement à poursuivre un auteur blanc. L'affaire fut officiellement classée en moins de 2 semaines et le corps de Samuel fut enterré dans une fosse commune, sans nom. Mais pour ceux qui savaient lire les signes, la mort de Samuel marquait le début d'un schéma de plus en plus difficile à ignorer. Kate avait passé les mois d'hiver à étudier les itinéraires couramment empruntés par les esclaves en fuite, apprenant leurs habitudes et leurs préférences avec la même précision méthodique que son mari mettait autrefois à briser les esprits rétifs. Elle avait découvert que les fugitifs avaient tendance à suivre les points d'eau quand ils le pouvaient, à la fois pour s'abreuver et parce que les ruisseaux rendaient le pistage par des chiens plus difficile. La rivière Chickahominy et ses divers affluents formaient une autoroute naturelle à travers les forêts du comté d'Henrico, et Kate avait passé d'innombrables heures à cartographier chaque méandre, chaque banc de sable et chaque cachette le long de leur cours. Elle avait aussi appris à reconnaître les signes subtils d'un passage humain récent, brindilles cassées à une certaine hauteur, litières de feuilles remuées, traces de boue ou lambeaux d'étoffe accrochés aux épines. Plus important encore, elle commençait à comprendre la psychologie des désespérés, leur tendance à chercher refuge dans certains types d'endroits et leur réaction prévisible face à la peur et à l'épuisement. La deuxième victime de Kate fut une femme nommée Rebecca, qui commit l'erreur fatale de chercher abri dans une grange à tabac abandonnée que Kate surveillait depuis des semaines. Rebecca voyageait avec 2 compagnons, mais s'était retrouvée séparée d'eux lors d'un orage qui frappa la région au début d'avril. Seule, effrayée et peu familier du terrain, elle tomba sur ce qui lui sembla un refuge sûr et décida d'y rester jusqu'au matin. Kate la trouva là juste avant l'aube, recroquevillée dans un coin de la grange, serrant contre sa poitrine ses maigres possessions. Ce qui suivit constitua le premier exemple de la cruauté méthodique qui deviendrait la signature de Kate dans les mois à venir. Plutôt que de tuer Rebecca immédiatement, Kate choisit de prolonger la terreur de sa victime, la ligotant solidement, puis passant plusieurs heures à décrire en détail ce qu'elle comptait lui faire. D'après les entrées de journal que Kate rédigea après cette rencontre, elle tira une immense satisfaction à contempler la détresse croissante de Rebecca, à voir l'espoir se vider peu à peu de ses yeux lorsqu'elle comprit qu'aucun secours ne viendrait. Kate écrivit longuement sur la pureté de la peur de sa victime, la décrivant comme quelque chose de beau et de nécessaire, qui contribuait à rétablir l'équilibre de la justice pour la mort de son mari. Le corps de Rebecca fut découvert 3 jours plus tard par un fermetier à la recherche de bétail égaré. Elle avait été étranglée avec ses propres vêtements et laissée adossée à un arbre en position assise, comme si Kate avait voulu s'assurer que le corps serait vite trouvé. La mise en scène était manifestement délibérée, conçue pour adresser un message à quiconque envisageait une fuite similaire. Cette fois, le constable Whitfield ne put balayer la mort d'un revers de main en parlant de suicide, les indices d'un homicide étaient trop flagrants, et la disposition du corps suggérait un meurtrier désireux que son œuvre soit découverte et comprise. Whitfield lança ce qu'il décrivit comme une enquête approfondie, mais ses efforts furent entravés par les mêmes contraintes sociales qui avaient limité sa réaction à la mort de Samuel.
L'idée qu'une personne blanche puisse assassiner systématiquement des esclaves en fuite était trop dérangeante pour être sérieusement envisagée par les autorités locales. Whitfield préféra donc orienter son enquête vers la possibilité que Rebecca ait été tuée par d'autres esclaves, peut-être en guise de punition pour une trahison supposée ou dans le cadre d'une lutte de pouvoir interne entre groupes de fugitifs. Cette théorie satisfaisait les attentes sociales de l'époque, tout en évitant les implications plus troublantes de l'explication alternative. L'affaire demeura officiellement ouverte, mais aucun effort sérieux ne fut entrepris pour explorer des pistes susceptibles d'incriminer un auteur blanc. Pendant ce temps, Kate préparait déjà sa prochaine chasse. La mort de Rebecca lui avait appris des leçons précieuses sur la logistique du meurtre, l'importance de choisir des lieux isolés, la nécessité d'éliminer correctement les preuves et la satisfaction psychologique que procure le contrôle total des derniers instants d'un être humain. Elle avait découvert en elle une capacité de cruauté surpassant même la brutalité légendaire de son défunt mari, et cette découverte la remplissait à la fois d'exaltation et de validation. Le printemps et le début de l'été 1801 virent une escalade de la fréquence et de la brutalité des attaques de Kate. Sa troisième victime fut un garçon nommé Marcus, qui s'était échappé d'une plantation du comté voisin de Chesterfield. Kate le pista pendant 3 jours à travers la forêt, observant ses déplacements et étudiant ses habitudes, avant de finalement l'acculer près d'un ruisseau où il s'était arrêté pour boire. Marcus offrait à Kate sa première occasion de mettre à la preuve ses capacités physiques face à une victime jeune, forte et suffisamment désespérée pour riposter avec une véritable férocité. La lutte dura près de 20 minutes, Marcus parvenant à porter plusieurs coups solides qui laissèrent Kate couverte d'ecchymose et en sang. Mais sa taille et sa force supérieure finirent par l'emporter, et elle étrangla le garçon à main nue en le clouant au sol sous sa masse. La satisfaction que Kate tira de ce meurtre différait de ses expériences précédentes, plus physique, plus primitive et d'une certaine façon plus totale. Elle s'était prouvé qu'elle pouvait vaincre, par la seule domination corporelle, même un adversaire fort et déterminé. Et cette prise de conscience la remplit d'un sentiment de puissance qu'elle n'avait encore jamais connu. Ses entrées de journal de cette période révèlent une gratification presque sexuelle lorsqu'elle décrit l'instant où Marcus cessa enfin de se débattre, lorsque ses yeux se révulsèrent et que son corps devint mou sous elle. Le corps de Marcus fut retrouvé pendu à une branche, à 20 pieds du sol, un exploit qui aurait exigé une force et une détermination considérables. Le message était clair pour quiconque connaissait les meurtres précédents. Un tueur puissant et méthodique s'en prenait aux esclaves en fuite dans toute la région, et personne n'était hors de sa portée. À ce stade, même les autorités les plus obstinément aveugles ne pouvaient plus ignorer le schéma qui se dessinait. 3 esclaves évadés avaient été assassinés en l'espace de 2 mois, tous dans une zone géographique relativement restreinte et tous présentant des signes indiquant qu'ils avaient été maîtrisés par quelqu'un doté d'une force physique exceptionnelle. Le constable Whitfield, sous la pression des propriétaires de plantations qui commençaient à s'inquiéter des implications de ces meurtres, finit par reconnaître qu'un tueur en série opérait dans le comté d'Enrio. Mais reconnaître le problème et le résoudre étaient 2 choses bien différentes. Kate était devenue incroyablement habile à effacer ses traces au sens propre comme au figuré. Elle connaissait la forêt mieux que quiconque dans le comté, savait se déplacer dans un sous-bois dense sans laisser de signes évidents de passage, et avait développé une capacité presque surnaturelle à prévoir les itinéraires des esclaves fugitifs et les moments où ils auraient besoin de se reposer. Plus important encore, Kate avait appris à gérer avec une remarquable efficacité les aspects sociaux de sa double vie. En public, elle conservait le rôle de la veuve éplorée, peinant à administrer la propriété de son défunt mari. Elle assistait régulièrement aux offices,
répondait comme il convenait lorsque les voisins s'enquéraient de son bien-être, et menait ses affaires avec la même efficacité placide qui caractérisait son comportement avant la mort de Thomas. Personne ne soupçonnait que la femme assise calmement au 3e banc de l'église méthodiste d'En Rio chaque dimanche matin était la même qui passait ses nuits à traquer une proie humaine dans les forêts alentours. Kate avait découvert un talent extraordinaire pour la compartimentation, maintenant des identités publiques et privées complètement distinctes, avec une habileté qui aurait impressionné des acteurs professionnels. La transformation psychologique qui rendit possible cette double existence fut peut-être l'aspect le plus inquiétant de l'évolution de Kate d'une citoyenne ordinaire en tueuse en série. Elle avait élaboré un récit intérieur qui justifiait ses actes non seulement comme acceptables, mais comme nécessaires et justes. Dans son esprit, chaque esclave en fuite qu'elle tuait rétablissait l'équilibre de la justice pour le meurtre de son mari, restaurant l'ordre naturel que leur rébellion contre une autorité légitime avait perturbé. Ce sentiment de droiture conférait aux actes de Kate une qualité méthodique et ritualisée qui les distinguait du crime ou de la violence ordinaire. Elle ne tuait ni par en colère ni par passion, mais au service de ce qu'elle croyait sincèrement être un objectif moral supérieur. Cette conviction la rendit incroyablement dangereuse, car elle abolissait les barrières psychologiques normales, qui auraient pu limiter ses actions ou l'obliger à affronter l'ampleur de ce qu'elle faisait. À mesure que le printemps cédait la place à l'été 1801, Kate Bender s'était pleinement muée en quelque chose qui dépassait les catégories criminelles ordinaires. Elle n'était plus simplement une meurtrière, mais une prédatrice qui avait trouvé son milieu naturel et sa proie. Les forêts du comté d'En Rio étaient devenues son terrain de chasse, et chaque esclave en fuite qui entrait sur ce territoire mettait sa vie en péril, face à une tueuse dont les capacités ne cessaient de croître à chaque chasse réussie. À la mi-été 1801, Kate Bender avait affiné ses méthodes à un degré d'efficacité qui aurait impressionné des stratégistes militaires. Elle avait divisé les forêts du comté d'En Rio en une série de territoires se chevauchant, qu'elle patrouillait selon un calendrier rotatif, conçu pour maximiser ses chances de croiser des fugitifs tout en minimisant le risque d'être observée par d'autres blancs. Sa connaissance intime du terrain, combinée à une capacité quasi préternaturelle de prédire le comportement humain sous stress, la rendait presque imparable. Le cycle de chasse typique de Kate commençait par de la reconnaissance. Elle passait 3 ou 4 jours à parcourir un territoire choisi, à rechercher des signes de passage récents et à repérer des campements ou cachettes probables. Son aptitude à lire les indices environnementaux subtils s'était développée à un degré extraordinaire. Elle pouvait déduire à partir du motif de brindilles cassées non seulement que quelqu'un était passé, mais à peu près quand, dans quelle direction il voyageait, et même sa taille et son état physique approximatif. Une fois des signes de présence de fugitifs identifiés, Kate établissait ce qu'elle appelait des postes d'observation, des positions soigneusement dissimulées qui lui permettaient de surveiller des itinéraires ou des destinations probables sans être repérée par d'autres blancs. Elle en avait construit plus d'une douzaine sur l'ensemble de son territoire de chasse, chacun équipé de provisions lui permettant de rester caché longtemps. Depuis ces positions, elle pouvait étudier les habitudes et les schémas de comportement de sa proie, apprendre leurs horaires et repérer leurs faiblesses. Le profil psychologique que Kate dressait de l'esclave fugitif typique était d'une sophistication remarquable et d'une précision dévastatrice. Elle savait que la plupart des évadés voyagent de nuit pour éviter d'être repérés, qu'ils recherchent des points d'eau pour boire et se laver et qu'ils privilégient un couvert dense durant la journée. Plus subtilement, elle comprenait que la peur et l'épuisement les rendaient prévisibles dans leurs décisions, les poussant à choisir l'abri le plus évident ou la route la plus directe, même si des alternatives seraient plus sûres. Elle comprenait aussi les dynamiques sociales qui régissaient les groupes de fugitifs. Elle savait que les familles n'abandonneraient pas un membre blessé ou exténué, que les groupes poursuivis se scindent et tentent de se réunir à des points prédéterminés, et que les voyageurs solitaires sont plus enclins à prendre des risques désespérés que ceux qui se déplacent en compagnie. Cette connaissance lui permettait de manipuler le comportement de ses victimes, exploitant leurs instincts de survie et leur loyauté entre eux contre eux-mêmes. Sa 4e victime confirmée fut un homme nommé Isaac, qui s'était enfui d'une plantation du comté de Glandone avec sa femme enceinte, Sarah, et leur enfant de 8 ans.
La famille voyageait depuis près d'une semaine lorsque Kate les aperçut pour la première fois, se reposant près d'un petit ruisseau à environ 3 milles de sa propriété. Plutôt que d'attaquer immédiatement, Kate choisit d'observer la famille pendant 2 jours, étudiant leur routine et repérant les leviers psychologiques qu'elle pourrait exploiter. Elle découvrit que Isae devenait de plus en plus désespérée à mesure que la grossesse de sa femme avançait et que le voyage lui devenait plus difficile. Sarah subissait des complications qui ralentissaient fortement leur progression, et David montrait des signes de maladie qui inquiétaient les 2 parents. La famille se trouvait en somme piégée entre l'impossibilité de poursuivre sa fuite et la certitude d'être reprise si elle restait trop longtemps au même endroit. L'attaque de Kate contre la famille révéla un degré de sophistication psychologique véritablement glaçant. Au lieu de les affronter directement, elle commença par s'en prendre à leurs provisions et à leur matériel d'abri. Au fil de plusieurs nuits, elle leur déroba des couvertures, contamina leurs sources d'eau et laissa des signes d'une poursuite par des chasseurs d'esclaves, les contraignant à abandonner des campements relativement sûrs pour des positions plus exposées. La pression psychologique de ces tactiques éroda la résistance de la famille bien plus efficacement qu'une violence directe. Isae devint de plus en plus paranoïaque et épuisée, prenant de mauvaises décisions qui mettaient davantage sa famille en danger. L'état de Sarah continua à se dégrader et David commença à présenter des signes de malnutrition grave. Lorsque Kate se révéla enfin, la famille était trop affaiblie et démoralisée pour opposer une résistance effective. Les entrées du journal de Kate, décrivant les derniers jours de la famille, restent d'une lecture extrêmement dérangeante, même 2 siècles plus tard. Elle écrivit longuement sur la valeur éducative du processus consistant à briser lentement leur espoir et leur détermination, le comparant au dressage de chevaux difficiles ou à la mise au pas de chiens rétifs. Elle semblait considérer leur souffrance non comme cruelle ou inutile, mais comme la conséquence naturelle et inévitable de leur décision de défier l'ordre social établi. Les meurtres proprement dits s'étalèrent sur 3 jours, Kate prolongeant délibérément l'agonie de la famille pour sa propre satisfaction psychologique. Elle tua d'abord David, en l'étranglant sous les yeux de ses parents, puis utilisa la mort de l'enfant comme levier pour torturer Isaïs et Sarah en leur décrivant ce qu'elle prévoyait de faire à chacun d'eux. Les entrées du journal suggèrent que Kate tira une satisfaction particulière des supplications de Sarah pour la vie de son enfant à naître, y voyant la preuve de la faiblesse fondamentale qui, selon elle, rendait les esclaves inaptes à la liberté. La mort d'Isaïe survint le 2e jour, après que Kate l'eut forcé à creuser des tombes pour son fils et sa femme enceinte. Elle l'étrangla avec la même corde utilisée pour David, puis laissa son corps près des fosses peu profondes, ce qu'elle décrivit comme un monument à la futilité de la rébellion. Sarah, déjà affaiblie par les complications de sa grossesse et par le traumatisme psychologique, survécut moins de 6 heures après la mort de son mari, mourant d'une apparente combinaison de stress, de déshydratation et de désespoir. La découverte des corps de la famille provoqua dans le comté de Andrio un niveau d'alarme que les autorités ne purent plus ignorer ni minimiser. 3 autres esclaves évadés avaient été assassinés, dont une femme enceinte et un enfant, et les preuves désignaient inéquivoques un seul tueur opérant avec une confiance et une brutalité croissantes. Les propriétaires de plantations de toute la région commencèrent à faire pression sur les autorités locales pour qu'elles agissent avec fermeté, tandis que parmi les esclaves circulaient des murmures à propos du démon blanc qui hantait les forêts entre la Virginie et la liberté. Le constable Whitfield, conscient que sa position dépendait peut-être de l'arrestation du tueur, lança enfin ce qu'il qualifia d'une enquête exhaustive sur les meurtres. Il organisa des battues pour ratisser les forêts où les corps avaient été trouvés, interrogea des témoins potentiels et offrit même une modeste récompense pour toute information menant à la capture du meurtrier. Mais ces efforts furent entravés par plusieurs facteurs que Kate avait exploités avec astuce dans la planification de sa campagne. Premièrement, l'enquête fut limitée par les mêmes attitudes sociales qui avaient empêché au départ les autorités de prendre ces meurtres au sérieux. La plupart des résidents blancs du comté de Andrio considéraient les esclaves en fuite comme des criminels qui n'avaient récolté que le sort qu'ils avaient provoqué eux-mêmes. Il y avait peu de compassion pour les victimes, et encore moins d'enthousiasme à dépenser des ressources substantielles pour retrouver leurs meurtriers. Beaucoup de Blancs, en privé, applaudissaient les meurtres, y voyant une punition appropriée pour des esclaves qui avaient osé chercher la liberté. Deuxièmement, le choix du territoire de chasse de Kate s'était révélé d'une brillante stratégie.
Les forêts où elle opérait étaient vastes, denses et familières à très peu de gens en dehors d'elle. Des équipes de recherche pouvaient passer des semaines à fouiller la zone sans découvrir ne serait-ce qu'un fragment des cachettes, sentiers et repères que Kate connaissait intimement. Sa capacité à observer les recherches potentielles tout en restant elle-même dissimulée signifiait qu'elle pouvait éviter d'être détectée même lorsqu'on s'approchait relativement de sa position. Plus important encore, personne n'imaginait qu'une femme pût être responsable de meurtres exigeant une force physique si évidente et une détermination si sauvage. L'hypothèse selon laquelle le tueur devait être un homme éliminait Kate de toute considération avant même le début de l'enquête, lui permettant de continuer à agir sous un voile d'ivisibilité sociale presque impénétrable. Kate était parfaitement consciente de ces avantages, et ses notes de journal de cette période révèlent une confiance croissante dans sa capacité à continuer à tuer sans encourir de conséquences sérieuses. Elle avait commencé à voir les meurtres non comme une campagne temporaire de vengeance, mais comme une vocation permanente qui donnait sens et propos à sa vie. La transformation de veuve éplorée en tueuse sérielle était désormais achevée et Kate Bender avait trouvé sa véritable voie. La fin de l'été et le début de l'automne 1801 virent une accélération du rythme des meurtres de Kate, reflet à la fois de sa confiance grandissante et de son besoin psychologique accru de la satisfaction que lui procurait l'acte de tuer. Ses victimes pendant cette période comprirent un forgeron nommé Abraham, évadé de Richmond, des jumeaux prénommés Matthew et Mark, enfuis d'une plantation du comté de Charles City, et une femme âgée nommée Ruth, qui voyageait seule vers ce qu'elle espérait être un refuge auprès de Noirfree en Pennsylvanie. Chaque meurtre témoigna d'affinement dans la technique et la psychologie de Kate. Elle avait appris à prolonger la torture psychologique qui précédait la mort, élaborant des méthodes de tourments mentaux parfois plus efficaces que la violence physique pour briser la volonté de résister de ses victimes. Elle avait aussi commencé à prélever des trophées à chaque mise à mort, des vêtements, des effets personnels ou des parties du corps qu'elle conservait comme autant de souvenirs de ses accomplissements. Cette collection de trophées, cachée dans une cave spécialement construite sous sa maison, devint une obsession qui accaparait de plus en plus l'attention de Kate. Elle passait des heures à arranger et réarranger ses objets, revivant chaque meurtre à travers les preuves matérielles des derniers moments de ses victimes. Les entrées du journal décrivant ces séances révèlent un esprit passé définitivement sur un territoire qu'on ne peut qualifier que de mal absolu. En octobre 1801, Kate Bender avait tué au moins 12 esclaves en fuite, et des rumeurs à propos du démon de la forêt avaient commencé à se répandre dans tout le réseau indépendant de Virginie. Les conducteurs et chefs de station, qui n'avaient jamais vu de leurs yeux son œuvre, parlaient encore bassement du démon blanc qui hantait les forêts entre Richmond et la Liberté, transformant ce qui aurait dû être un corridor d'espoir en un territoire de terreur et de mort. L'impact psychologique de la campagne de Kate dépassait de loin son simple nombre de victimes. Pour chaque esclave qu'elle assassinait, des dizaines d'autres étaient paralysés par la peur, renonçaient à leur tentative d'évasion ou choisissaient des routes plus longues et plus dangereuses, souvent tout aussi mortelles. Le réseau indépendant en gestation dans la Virginie centrale fut de fait paralysé, les conducteurs peinant de plus en plus à convaincre les candidats à la fuite que les risques pouvaient être maîtrisés. Kate comprenait cette dimension de guerre psychologique de son travail et l'alimentait délibérément par une mise en scène de plus en plus théâtrale des corps de ses victimes. Elle avait commencé à disposer les cadavres de manière à maximiser leur impact psychologique sur quiconque les découvrirait, créant des scènes qui hantraient les témoins pendant des années. Des corps pendus aux arbres devinrent sa signature, mais elle en variait les détails pour éviter que les observateurs ne s'habituent à l'horreur. Sa 13e victime, une jeune femme nommée Charity, évadée d'une plantation près de Petersburg, fut retrouvée suspendue la tête en bas à un chêne gigantesque, la gorge tranchée si profondément que la tête était presque séparée du corps. Cette mise en position demandait une force physique énorme, mais témoignait aussi d'un degré de cruauté théâtrale qui allait bien au-delà d'un simple meurtre. Kate voulait que quiconque découvre le corps de Charity comprenne qu'il s'agissait de quelque chose qui dépassait le mal humain ordinaire.
L'effet fut exactement celui recherché par Kate. La nouvelle de la mort de Charity se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté des esclaves, accompagnée de descriptions de plus en plus élaborées des pouvoirs surnaturels et de la force inhumaine du tueur. Certains racontaient que le démon pouvait pister ses victimes à l'odeur seule, d'autres qu'il se déplaçait dans la forêt sans faire le moindre bruit, d'autres encore qu'il se nourrissait de la peur de sa proie avant d'asséner le coup fatal. Les notes de journal de Kate à cette période révèlent la satisfaction que lui procuraient ces légendes grandissantes autour de ses capacités. Elle avait commencé à se voir non plus simplement comme l'instrument de la vengeance pour la mort de son mari, mais comme une force de la nature, l'incarnation vivante des conséquences qui attendaient les esclaves ayant osé chercher la liberté. La mythologie entourant ses activités alimentait son sentiment d'invincibilité et l'encourageait à prendre des risques de plus en plus audacieux dans sa quête de nouvelles victimes. La chasse en hiver présentait des défis uniques que Kate aborda avec sa précision méthodique caractéristique. La neige facilitait le pistage à certains égards, les empreintes devenant impossibles à dissimuler, mais rendait aussi ses propres déplacements plus visibles pour d'éventuels témoins. Elle s'adapta en développant de nouvelles techniques pour se mouvoir sur la neige sans laisser de traces nettes, notamment en utilisant des chaussures spécialement modifiées qui répartissaient plus uniformément son poids considérable et produisaient des empreintes ambiguës pouvant être prises pour des traces d'animaux. Le froid modifiait également les schémas de comportement de sa proie d'une manière que Kate apprit à exploiter sans pitié. Les esclaves en fuite, en hiver, étaient contraints de chercher un abri plus souvent et plus longtemps, ce qui les rendait plus prévisibles dans leurs déplacements et plus vulnérables à une observation prolongée. Ils laissaient aussi des signes plus évidents de leur présence, fumée de feu, neige remuée autour des abris et les déchets inévitables accumulés près des camps temporaires. La 14e victime de Kate fut un homme d'âge mature nommé Ézéchiel, évadé d'une plantation du comté de Hanover le jour de Noël au moment où la surveillance se relâchait. Il fit l'erreur de chercher refuge dans une grange à tabac abandonnée que Kate surveillait depuis des semaines, anticipant avec justesse que l'isolement apparent et la solide construction du bâtiment attireraient des fugitifs cherchant à se protéger de la rudesse de l'hiver. Ézéchiel était dans la grange que moins de 3 heures lorsque Kate arriva, se déplaçant dans l'obscurité avant l'aube du jour avec l'efficacité silencieuse qui était devenue sa marque. Plutôt que de l'affronter immédiatement, elle choisit de l'enfermer à l'intérieur en barrant les portes de l'extérieur, puis passa plusieurs heures à le tourmenter psychologiquement. Griffures sur les parois, sons inhumains et parfois l'ombre de sa silhouette massive entrevue à travers les fentes des planques vieillissantes. La torture psychologique qui précéda la mort d'Ézéchiel dura près de 8 heures, durant lesquelles Kate détruisit méthodiquement sa raison par une combinaison de privations sensorielles, de faux espoirs et de terreurs savamment calculées. Elle disparaissait de longues périodes, lui laissant croire que sa persécutrice était partie, puis revenait avec de nouvelles horreurs destinées à écraser tout optimisme né de son absence. Son journal décrit ce processus comme éducatif, soutenant qu'il importait que les esclaves comprennent pleinement les conséquences de leur rébellion avant de recevoir leur châtiment final. Lorsque Kate entra enfin dans la grange pour porter le coup fatal, Ézéchiel n'était plus encore qu'une créature brisée, balbutiante, qui n'opposa aucune résistance à son sort. Elle l'enstrangla avec une efficacité méthodique, puis prit du temps pour disposer son corps de manière à maximiser l'impact psychologique sur celui qui le découvrirait. Ézéchiel fut trouvé 3 jours plus tard par un fermier cherchant du bétail égaré, suspendu à la poutre centrale de la grange par un noeud coulant confectionné à partir de ses propres vêtements. La découverte du corps d'Ézéchiel marqua un tournant dans la réaction officielle face à la campagne de terreur de Kate. Le constable Whitfield, sous une pression croissante des propriétaires de plantations et des autorités de l'État de Richmond, reconnut enfin que ces meurtres représentaient une menace à l'ordre social dépassant leur impact immédiat sur la communauté asservie.
Si des esclaves en fuite étaient systématiquement assassinés par un tueur inconnu, cela suggérait une défaillance de la loi et du maintien de l'ordre, susceptible d'encourager d'autres formes de violence vigilantiste. Le gouverneur James Monroe, répondant au rapport provenant du comté de Hanover, autorisa le déploiement de ressources de la milice de l'État d'État pour aider à traquer le meurtrier. Une compagnie de 20 miliciens, sous le commandement du capitaine Robert Hayes, fut envoyée avec l'ordre de conduire une fouille systématique des forêts où les meurtres avaient eu lieu. Ces miliciens étaient des forestiers aguerris et des vétérans des guerres indiennes dotés de compétences de pistage bien supérieures à celles des constables locaux. Kate observa l'arrivée de la milice avec intérêt plutôt qu'avec inquiétude. Ses notes de journal de cette période trahissent une confiance dans ses capacités confinant au mépris pour ses poursuivants. Elle avait passé plus d'1 an à apprendre chaque sentier, chaque ruisseau, chaque cachette de son territoire de chasse, tandis que les miliciens opéraient en terrain inconnu, sous la pression d'obtenir des résultats rapides. Plus important encore, ils cherchaient un tueur masculin, ce qui signifiait que Kate pouvait surveiller leurs mouvements sans éveiller de soupçons, pourvu qu'elle conserve sa persona publique de veuve éplorée. Les efforts de recherche de la milice se révélèrent tragiquement insuffisants pour la tâche. Les forêts du comté d'Henrico couvraient des centaines de miles carrés de boisés denses, de marécages et de terrains accidentés, de quoi défier même les pisteurs les plus expérimentés. La connaissance intime qu'avait Kate des lieux lui permettait de garder une longueur d'avance sur les battus tout en continuant d'observer des proies potentielles, et elle identifia rapidement des failles dans leur schéma de recherche qu'elle put exploiter. Plus importante encore, la présence de la milice améliora en réalité les opportunités de chasse de Kate, en repoussant les esclaves évadés hors de leurs itinéraires habituels vers des territoires inconnus où ils étaient plus susceptibles de commettre des erreurs fatales. Plusieurs fugitifs, tentant d'éviter les battus, s'égarèrent dans des zones que Kate contrôlait plus complètement, devenant des cibles plus faciles pour ses techniques de chasse toujours plus sophistiquées. Sa 15e victime fut une adolescente nommée Patience, qui s'était retrouvée séparée d'un groupe plus important en fuyant les patrouilles de la milice. Seule, effrayée et peu familière du terrain, Patience prit une série de mauvaises décisions qui la placèrent directement sur la trajectoire de Kate. Elle chercha refuge dans une grotte que Kate surveillait depuis des mois, anticipant avec justesse que sa sécurité apparente l'attirerait de fugitifs désespérés. Le meurtre de Patience par Kate marqua un nouveau degré de créativité sadique, révélant l'évolution de sa pathologie psychologique. Au lieu de tuer la jeune femme immédiatement, Kate choisit de la garder en vie pendant près d'1 mois, l'utilisant comme appât pour attirer d'autres esclaves fugitifs susceptibles de chercher leur compagne disparue. Elle l'attacha solidement dans la grotte, puis elle se servit de ses appels à l'aide pour attirer 2 autres victimes à la mort. Au cours des jours suivants, les 3 corps furent découverts par des battus de milice, disposés en un tableau grotesque qui choquait même des soldats aguerris. Kate les avait placés de façon à suggérer qu'ils étaient morts en se défendant les uns les autres, mais les preuves de torture prolongée et la mise en scène théâtrale ne laissaient aucun doute, ils avaient été assassinés par quelqu'un dont la cruauté dépassait le mal humain ordinaire. Dans son rapport officiel au gouverneur Monroe, le capitaine Hayes décrit la scène comme une preuve d'une dépravation si profonde qu'elle remettait en question la croyance en l'humanité fondamentale du tueur. L'incapacité de la milice à capturer ou même à identifier le meurtrier après 6 semaines de recherche intensive conduisit à ce retrait du comté d'Henrico en février 1802. Le capitaine Hayes admit privément au gouverneur Monroe que ces hommes opéraient avec un grave désavantage face à quelqu'un qui connaissait intimement le terrain et possédait des compétences de pistage supérieures aux leurs. Il recommanda une approche différente, impliquant peut-être le recours à des pisteurs civils plus familiers des conditions locales. Mais pour Kate Bender, le départ de la milice constitua une victoire décisive qui confirma son sentiment croissant d'invincibilité. Non seulement elle avait continué à tuer durant leur recherche, mais elle avait exploité leur présence pour améliorer ses succès de chasse. L'impact psychologique de ce triomphe la poussa davantage à se considérer comme quelque chose dépassant les limites humaines ordinaires. Un prédateur si parfaitement adapté à son environnement que les forces de l'ordre conventionnel ne pourraient jamais l'endiguer. Le printemps 1802
amena une nouvelle vague de tentatives d'évasion. Le temps plus clément facilitait les déplacements, et la présence temporaire de patrouilles de milices donnait l'illusion que le tueur avait été capturé ou chassé. Kate observa cette hausse saisonnière d'activité des fugitifs avec une satisfaction prédatrice, comprenant que la peur accumulée et la mythologie entourant ces activités avaient créé précisément l'état psychologique dont elle avait besoin pour maximiser ses prises. Les histoires qui circulaient dans la communauté esclave s'étaient muées en un folklore élaboré, n'ayant souvent qu'un lointain rapport avec la réalité, mais servant parfaitement les desseins de Kate en instillant une terreur surnaturelle qui paralysait la prise de décision rationnelle. Certains récits affirmaient que le démon pouvait prendre n'importe quelle forme, d'autres qu'il pouvait apparaître en plusieurs lieux en même temps, d'autres encore qu'il se nourrissait des âmes de ses victimes au lieu de se contenter de tuer leur corps. Kate encouragea ces superstitions par des mises en scène plus élaborées, intégrant des éléments destinés à suggérer des pouvoirs d'outre-monde. Elle avait commencé à disposer les corps selon des motifs suggérant des fins rituelles, laissant des objets et des symboles dépourvus de sens réel, mais qui paraissaient significatifs à des observateurs avides de comprendre ce à quoi ils avaient affaire. Sa 17e victime, un forgeron nommé Daniel, évadé d'une plantation du comté de New Kent, fut trouvé crucifié contre un chêne massif, des pointes de chemin de fer enfoncées dans les mains et les pieds. Cette scène de crucifixion exigea une préparation et une planification qui témoignaient de l'évolution de Kate, d'une tueuse opportuniste à une artiste méthodique de la mort. Elle avait passé des semaines à réunir le matériel nécessaire, à étudier les habitudes de déplacement de Daniel et à préparer le site du meurtre pour maximiser son impact psychologique. Le symbolisme religieux était à valeur calculée pour suggérer que le tueur considérait les esclaves en fuite non pas simplement comme des criminels, mais comme des pécheurs méritant une punition divine. Ce cadre théologique conférait à Kate un sens de mission qui la rendait plus dangereuse encore que ne l'aurait fait un simple sadisme. Elle ne se voyait plus comme une criminelle ou une justicière, mais comme une guerrière sainte accomplissant une œuvre sacrée qui exigeait de surmonter la répugnance humaine ordinaire à infliger la souffrance. Les meurtres devenaient, dans son esprit, des cérémonies religieuses, chaque victime servant de sacrifice destiné à restaurer l'équilibre cosmique perturbé par la rébellion des esclaves. La 17e victime de Kate, une femme nommée Myriam, évadée avec ses 2 jeunes filles, devint le sujet d'un drame religieux prolongé qui dura près de 2 semaines. Kate repéra la famille dans un abri caché au milieu d'un marécage, puis passa des jours à observer leur routine et à étudier leur dynamique relationnelle avant de commencer la torture psychologique qui précéderait leur mort. Plutôt que d'attaquer directement, elle se mit à déposer des symboles religieux et des citations bibliques aux endroits où ses victimes les découvriraient. Les messages, soigneusement choisis dans des passages de l'Ancien Testament portant sur la punition divine et les conséquences de la rébellion, visaient à créer une atmosphère de terreur surnaturelle, affaiblissant la résistance psychologique de la famille. Cette guerre psychologique se révéla d'une efficacité dévastatrice. Myriam, déjà épuisée et terrifiée par des semaines de fuite, en vint à interpréter les messages semés par Kate comme des signes de la désapprobation divine envers sa tentative d'évasion. Elle se persuada que Dieu la punissait pour le péché d'avoir recherché la liberté, et cette conviction paralysa sa capacité à prendre des décisions rationnelles pour se protéger elle et ses enfants. Les entrées de journal de Kate, décrivant l'effondrement psychologique de Myriam, révèlent une compréhension sophistiquée de la psychologie religieuse et de son potentiel de manipulation. Elle avait identifié la foi chrétienne profonde de sa victime comme une faiblesse plus exploitable que les menaces directes ou la violence, et s'en servit pour détruire la volonté de résistance de Myriam sans poser la main sur elle. Les meurtres eux-mêmes, lorsqu'ils eurent lieu, furent mis en scène comme un tableau religieux élaboré, incorporant des symboles et des rituels issus de multiples traditions chrétiennes. Kate disposa les corps de manière à suggérer que la famille avait été frappée par la colère divine en tentant d'échapper à sa servitude, prétendument ordonnée par Dieu, le tout accompagné de citations bibliques brûlées et d'objets religieux laissant croire à une intervention surnaturelle. La découverte de Myriam et de ses filles engendra dans la communauté esclave un niveau de terreur inédit, surpassant tout ce que Kate avait provoqué jusque-là.
La dimension religieuse des meurtres suggérait que le tueur avait non seulement une force et une ruse surnaturelles, mais aussi une sorte de caution divine. Des esclaves qui voyaient auparavant l'évasion comme dangereuse mais possible, commencèrent à l'apercevoir comme littéralement maudite, un péché si profond qu'il attirerait une punition divine, non seulement sur les évadés eux-mêmes, mais aussi sur quiconque les aidait. Cette dimension théologique se révéla l'arme la plus efficace de Kate contre le réseau du chemin de fer clandestin. Les conducteurs peinaient de plus en plus à convaincre les candidats à l'évasion que les risques étaient gérables, dès lors que le tueur semblait bénéficier non seulement d'une ruse humaine, mais d'une approbation divine. Plusieurs itinéraires établis furent définitivement abandonnés, et le flux d'esclaves évadés à travers la Virginie centrale se réduisit à un filet. La 18e victime de Kate fut un adolescent nommé Joseph, évadé seul d'une plantation du comté de Powhatan. Son meurtre illustra l'aboutissement des méthodes de Kate, passé du simple homicide à une guerre psychologique et spirituelle élaborée. Elle traqua Joseph pendant près d'1 mois, étudiant ses habitudes et usant d'une terreur surnaturelle graduelle qui l'amena à croire être poursuivi par des démons. La torture psychologique fut si complète que lorsque Kate se révéla enfin, le garçon fut réellement soulagé de rencontrer un être humain, bien qu'il la reconnût comme sa tueuse. Le journal de Kate décrit son plaisir à écraser ce dernier espoir en lui expliquant qu'elle était bel et bien un instrument de la vengeance divine et qu'elle était envoyée pour punir sa rébellion contre l'ordre naturel de Dieu. Le corps de Joseph fut trouvé disposé en pose de crucifixion, semblable à celle de Daniel, mais avec un symbolisme religieux supplémentaire qui témoignait de justifications théologiques de plus en plus élaborées. Kate avait commencé à intégrer des éléments issus de multiples confessions chrétiennes, créant des rituels hybrides, semblant puiser dans les traditions baptistes, méthodistes et même catholiques, au service de ses propres desseins pervers. La sophistication théologique de ces scènes plus tardives attira l'attention des autorités religieuses dans toute la Virginie, qui comprirent que quelqu'un possédant une solide connaissance biblique était responsable des tueries. Plusieurs pasteurs en vue tentèrent d'intervenir en prêchant des sermons condamnant la violence des justiciers et rappelant le devoir chrétien de miséricorde envers les esclaves en fuite. Mais leurs efforts furent entravés par un fait gênant. Beaucoup de leurs paroissiens soutenaient en privé les actes du tueur. Le révérend Samuel Crawford, de l'église méthodiste de Henriot, où Kate assistait régulièrement au culte, écrivit plus tard qu'il avait commencé à soupçonner que le meurtrier pouvait se trouver au sein même de sa congrégation. Les citations bibliques utilisées sur les scènes de crime trahissaient une familiarité avec des traductions et des interprétations spécifiques, suggérant une éducation religieuse formelle plutôt qu'un christianisme populaire. Mais ces soupçons ne se portèrent jamais sur Kate, dont la persona publique de veuve en deuil, en proie à des doutes de foi, paraissait incompatible avec la sophistication théologique affichée par les meurtres. La capacité de Kate à maintenir sa double identité atteignit un niveau de compartimentation psychologique véritablement extraordinaire. Elle pouvait participer avec une sincérité apparente au culte dominical, tout en passant ses nuits de semaine à des activités qui représentaient la perversion totale de chaque principe chrétien. Ses entrées de journal ne révèlent aucun sentiment de contradiction entre ces deux facettes de sa vie, ce qui suggère un degré de dissociation mentale lui permettant d'agir à la fois comme membre ordinaire de la communauté et comme tueuse prédatrice, sans éprouver de dissonance cognitive. À l'été 1802, Kate Bender avait atteint un niveau de domination sur son territoire de chasse sans précédent dans l'histoire criminelle américaine. Elle avait de fait paralysé les opérations du chemin de fer clandestin dans toute la Virginie centrale, terrorisé la communauté asservie au point de faire avorter la plupart des tentatives d'évasion, et créé une mythologie autour de ces activités qui multipliaient leur impact réel à l'infini. Elle était devenue, à tous les égards, le prédateur parfait, si parfaitement adapté à son environnement et à sa proie que les forces de l'ordre semblaient impuissantes à l'arrêter. Mais la perfection,
comme Kate n'allait pas tarder à le découvrir, porte en elle les germes de sa propre destruction. Son succès même avait créé les conditions qui mèneraient finalement à sa chute, quoique d'une manière qu'elle ne pouvait pas anticiper. La fin de l'été 1802 apporta un événement inattendu qui allait modifier en profondeur la dynamique de la campagne de chasse de Kate. Un groupe de Noirs libres venus de Philadelphie, mené par un ancien esclave nommé Augustus Freeman, qui s'était enfui de Virginie 15 ans plus tôt, suivait avec inquiétude croissante les rapports faisant état de meurtres systématiques. Freeman, devenu un homme d'affaires prospère et une figure éminente du mouvement abolitionniste de Philadelphie, comprit que le tueur du comté d'Andrio représentait une menace dépassant les préoccupations locales. Freeman avait gardé le contact avec des conducteurs du chemin de fer clandestin dans toute la région du Mid-Atlantique et savait que la campagne de Kate étranglait de fait une voie d'évasion les plus importantes entre le Grand Sud et la liberté. Plus de 30 meurtres confirmés s'étaient produits sur une période de 18 mois et d'autres disparitions laissaient penser que le véritable bilan pouvait être bien plus élevé. L'impact psychologique de ces tueries s'était propagé bien au-delà de la Virginie, décourageant les tentatives d'évasion dans les Carolines et en Géorgie. En collaboration avec des responsables du chemin de fer clandestin, dont la légendaire Harriet Tubman, qui avait guidé avec succès plusieurs groupes à travers des zones dangereuses sans perdre une seule personne, Freeman élabora un plan pour traquer et neutraliser le tueur par des méthodes que les forces de l'ordre n'avaient su mettre en œuvre efficacement. Le plan prévoyait une investigation systématique combinant les compétences de pistage d'hommes de plein air expérimentés et des techniques de renseignement qui avaient fait leurs preuves dans d'autres opérations clandestines. Freeman réunit une équipe de 8 hommes, tous anciens esclaves eux-mêmes, ou noirs libres dotés d'une solide expérience des opérations clandestines. L'équipe comptait des pisteurs, capables de lire des traces dans des conditions qui déconcertaient les chercheurs blancs, des spécialistes du renseignement, à même de recueillir des informations au sein des communautés d'esclaves sans éveiller les soupçons, et des vétérans aguerris, maîtrisant les compétences tactiques nécessaires pour affronter un tueur qui avait déjà montré une ruse et une brutalité quasi surnaturelles. L'équipe arriva dans le comté de Andrio au début de septembre, se faisant passer pour des travailleurs itinérants cherchant un emploi pour la récolte du tabac. Leur présence ne retint pas l'attention des Blancs locaux qui considéraient les travailleurs noirs de passage comme un élément normal de la main-d'œuvre saisonnière. Mais au sein de la communauté esclave, la nouvelle se répandit vite. Des hommes spéciaux étaient arrivés pour s'occuper du démon qui terrorisait la région depuis près de 2 ans. L'enquête de Freeman commença par une analyse systématique des scènes de crime, révélant des schémas passés inaperçus des recherches précédentes. Les spécialistes du pistage, travaillant avec des informations fournies par des esclaves locaux trop effrayés pour coopérer avec les autorités blanches, commencèrent à établir une carte complète du territoire et des déplacements du tueur. Il en ressortit le portrait d'une personne dotée d'une connaissance presque surnaturelle du terrain, combinée à une sélection méthodique des victimes, évoquant une planification de style militaire. La percée la plus significative de l'équipe survint lorsqu'elle comprit que toutes les scènes de meurtre se situaient dans une zone grossièrement circulaire, centrée sur la plantation Bender, abandonnée. Les esclaves du cru n'avaient pas fourni cette information aux autorités blanches, de peur d'être accusés des meurtres eux-mêmes, mais ils la partagèrent volontiers avec l'équipe de Freeman, dès lors qu'ils surent que des professionnels expérimentés étaient venus résoudre le problème. Freeman effectua personnellement une surveillance de la propriété Bender, mettant à profit les compétences développées lors de sa propre fuite 15 ans plus tôt pour observer les lieux sans être repéré. Il découvrit que la plantation prétendument abandonnée montrait des signes subtils d'occupation récente, fumée de feu soigneusement dissimulée, traces de passages réguliers sur des sentiers envahis et présence de provisions suggérant que quelqu'un utilisait la propriété comme une base d'opération. Plus significatif encore,
Freeman observa Kate elle-même au cours d'une de ses préparations nocturnes de chasse. Tapie dans sa cachette, il la vit sortir de la maison apparemment vide, s'armer de cordes et d'objets métalliques à l'usage obscur, puis s'enfoncer dans la forêt avec une discrétion et une détermination ne laissant aucun doute sur son identité de tueuse. La révélation que les meurtres étaient commis par une femme blanche parut presque incompréhensible à l'équipe de Freeman, remettant en cause leurs hypothèses sur l'identité comme sur les motivations du tueur. Ils s'attendaient à démasquer un chasseur d'esclaves renégat ou peut-être un blanc dérangé. L'idée qu'une veuve de plantation puisse être responsable d'une telle brutalité systématique les obligea à réévaluer entièrement la situation. Freeman passa 3 nuits supplémentaires à observer les activités de Kate, documentant ses routines et étudiant ses méthodes avec la minutie d'un officier de renseignement militaire. Il découvrit que Kate avait développé une expertise dans l'art de traquer et de tuer des humains qui surpassait tout ce qu'il avait encore rencontré au cours de ses années de fuite périlleuse. Elle se mouvait dans la forêt avec l'efficacité silencieuse d'un prédateur naturel, suivait des pistes invisibles à l'observation ordinaire et faisait preuve d'une patience et d'une persévérance qui la rendaient presque imparable. Mais Freeman identifia aussi des faiblesses exploitables par quiconque suffisamment informé et préparé. Son succès même l'avait rendue trop sûre d'elle, et elle avait pris des habitudes qui rendaient ses mouvements prévisibles pour des observateurs attentifs. Plus encore, sa focalisation sur les esclaves en fuite l'aveuglait à la possibilité de devenir à son tour la proie plutôt que le chasseur. Le plan de Freeman pour neutraliser Kate exigeait une coordination et une sophistication tactique reflétant la grande expérience clandestine de son équipe. Plutôt que de l'affronter directement, ce qui les désavantagerait gravement sur un terrain qu'elle connaissait intimement, ils utiliseraient ses propres méthodes contre elle, devenant les chasseurs dans un jeu mortel où elle serait la proie. La composante psychologique du plan était tout aussi importante. Freeman savait que le succès de Kate reposait largement sur la peur et la désorientation de ses victimes, émotions qui les empêchaient de réfléchir clairement à l'évasion ou à la résistance. À l'inverse, son équipe serait calme, préparée et opérerait à partir d'un renseignement détaillé sur les méthodes et capacités de Kate. Il disposerait de tous les avantages dont Kate jouissait d'ordinaire, tandis qu'elle se retrouverait confrontée aux mêmes désavantages qui avaient condamné ses victimes passées. L'exécution du plan de Freeman commença dans la nuit du 23 septembre, lorsque Samuel partit d'un point situé à environ 10 miles au sud de la propriété Bender, en suivant un couloir que l'analyse attentive avait identifié comme l'un des itinéraires de chasse favoris de Kate. Samuel était lui-même un conducteur expérimenté du chemin de fer clandestin et possédait les compétences nécessaires pour laisser des indices paraissant authentiques aux yeux de Kate, tout en évitant les subtils faux pas qui avaient perdu de véritables fugitifs. Kate découvrit la piste de Samuel en 2 jours, exactement comme Freeman l'avait prévu. Ses notes de journal de cette période trahissent son excitation à l'idée d'avoir trouvé une cible particulièrement prometteuse. Un jeune homme apparemment en bonne santé, voyageant seul et suivant des routes prévisibles vers les territoires libres. Elle entama son schéma habituel d'observation prolongée, sans savoir qu'elle était elle-même surveillée par les membres de l'équipe de Freeman, postés tout autour de la zone. Le jeu du chat et de la souris dura près d'1 semaine. Kate filait Samuel, tandis que l'équipe de Freeman pistait les deux à travers les forêts denses du comté d'Enrio. Samuel joua son rôle à la perfection, affichant le juste mélange de prudence et de désespoir propre aux véritables évadés, tandis qu'il conduisait Kate pas à pas vers le site d'embuscade préparé par Freeman. Les entrées de journal de Kate révèlent une impatience grandissante alors qu'elle se préparait à revendiquer ce qu'elle pensait être sa 19e victime. Elle avait commencé à concevoir une mise en scène théatologique encore plus élaborée que lors de ses meurtres précédents, voulant utiliser la mort de Samuel pour envoyer un message qui écraserait définitivement toute activité résiduelle du chemin de fer clandestin en Virginie centrale. Sa confiance dans son invincibilité atteignait un niveau proche de la mégalomanie,
et elle abordait ce qu'elle pensait être une mise à KO routinière, avec l'arrogance décontractée d'un maître artisan répétant un geste familier. Mais tandis que Kate se préparait à déclencher ce qu'elle croyait être son piège, elle avançait droit dans le guet-apens méticuleusement tendu par Freeman. La chasseuse, qui avait terrorisé la Virginie centrale pendant près de 2 ans, allait découvrir qu'elle venait de tomber sur une proie capable de mordre à son tour, avec une efficacité mortelle. La confrontation entre Kate Bender et l'équipe de Freeman eut lieu dans une petite clairière au bord de Mill Creek, à environ 5 miles au sud-est de la plantation Bender. Freeman avait choisi l'endroit avec soin, un site offrant à son équipe plusieurs voies de repli, tout en limitant les options de Kate pour fuir ou se cacher. La clairière était ceinturée d'un fourré dense qui dissimulait ses hommes et leur offrait des champs de tir dégagés vers le centre, où Kate serait attirée par la vulnérabilité apparente de Samuel. Kate s'approcha de la clairière juste avant la daube, le 29 septembre, avançant avec la discrétion assurée qu'il avait si bien servi dans ses chasses précédentes. La veille au soir, Samuel avait dressé son camp au centre de la clairière, allumant un petit feu et affichant l'insouciance épuisée typique des évadés qui se croient provisoirement en sécurité. Aux yeux exercés de Kate, elle représentait exactement le genre de cible facile qui avait fait sa réputation de prédatrice la plus redoutée de la Virginie centrale. Ce que Kate ne pouvait savoir, c'est que 7 hommes armés de fusils, aguerris au combat, étaient embusqués autour du périmètre, chacun avec une ligne de mire dégagée vers la zone où elle devait apparaître. Freeman occupait lui-même une position lui permettant d'observer l'approche de Kate, tout en conservant le commandement et le contrôle de la riposte de son équipe à toute tactique qu'elle pourrait employer. L'attaque de Kate suivit le schéma qu'elle avait perfectionné en 18 mois de meurtre systématique. Elle jaillit de la forêt avec une vitesse foudroyante, franchit en quelques secondes la distance qui la séparait de la forme apparemment endormie de Samuel, et tenta de le maîtriser avant qu'il ne puisse opposer une résistance efficace. Ses mains massives se portèrent vers sa gorge, avec la même brutalité efficace qui avait coûté la vie à moins de 30 victimes. Mais Samuel n'était pas endormi, et il était loin d'être sans défense. Au moment où les mains de Kate se refermèrent sur sa gorge, il se déroba avec une adresse éprouvée tout en lançant le signal qui déclencha l'embuscade de Freeman. 7 fusils tirèrent presque simultanément, expédiant une volée de balles de mousquet vers la position de Kate avec une précision dévastatrice. La force surhumaine de Kate et ses réflexes fulgurants la sauvèrent d'une mort immédiate, mais ne purent empêcher les multiples blessures qui la projetèrent au sol, au centre de la clairière. 2 balles l'avaient frappée à la poitrine, une autre avait pulvérisé son bras gauche, et une 4e avait transpercé le muscle de sa cuisse droite. N'importe quelle personne ordinaire aurait été tue sur le coup, ou totalement mise hors d'état de nuire. Mais la carrure massive de Kate et sa constitution incroyable lui permirent de survivre à des blessures qui auraient été fatales à quelqu'un d'ordinaire. Voir Kate tenter de se relever, malgré des blessures qui auraient dû la tuer, parut véritablement surnaturel aux yeux de l'équipe de Freeman, confirmant certaines des histoires les plus extrêmes qu'ils avaient entendues au sujet du démon du comté d'Enrio. Sa survie à la première salve laissait penser qu'ils avaient bien affaire à quelque chose dépassant les limites humaines ordinaires, et plusieurs membres de l'équipe commencèrent à douter que des armes conventionnelles puissent la stopper. Mais Freeman avait anticipé cette éventualité et s'était préparé en conséquence. Tandis que Kate tentait de ramper vers la lisière malgré ses blessures terribles, Freeman sortit de sa cachette avec un pistolet chargé et s'approcha à moins de 10 pieds d'elle. La conversation qui suivit, telle qu'elle est consignée dans le rapport détaillé de Freeman au responsable du chemin clandestin, révéla toute l'ampleur de la pathologie psychologique de Kate, tout en montrant qu'elle demeurait dangereuse, même mortellement blessée. Ses premiers mots, soufflés entre des lèvres moussantes de sang alors qu'elle luttait pour respirer avec des poumons perforés, ne furent ni des supplications, ni des regrets, mais des menaces de vengeance divine contre quiconque oserait entraver sa mission sacrée. Elle se proclamait instrument de la volonté de Dieu, choisi pour châtier les esclaves révoltés contre leur servitude d'institution divine, et promit que sa mort n'encouragerait que davantage d'autres à poursuivre son œuvre sainte.
La réponse de Freeman fut calme et méthodique, sur le ton de quelqu'un qui conduit un interrogatoire formel plutôt que d'entrer dans une confrontation émotionnelle. Il s'identifia comme représentant du réseau du chemin clandestin et informa Kate que son règne de terreur venait de prendre fin, définitivement. Il commença ensuite à poser des questions précises sur ses méthodes, ses motivations et sur l'emplacement de preuves susceptibles d'aider à identifier d'autres victimes dont les corps n'avaient pas encore été découverts. Les réponses de Kate, livrées avec l'assurance arrogante de quelqu'un qui se croit au-delà du jugement humain, fournissaient à Freeman des informations détaillées sur des meurtres jamais signalés officiellement. Elle se vantait de victimes dont les disparitions avaient été attribuées à d'autres causes, décrivait des techniques de chasse révélant la véritable ampleur de ses activités et n'exprimait de regret que sur un point, que sa mort l'empêcherait de poursuivre ce qu'elle considérait comme une œuvre nécessaire et juste. L'interrogatoire dura près de 30 minutes, durant lesquelles l'état de Kate se dégradait régulièrement. Malgré sa constitution extraordinaire, la perte de sang due à la multiple blessure faisait inexorablement son œuvre, et sa respiration devint de plus en plus laborieuse à mesure que ses poumons endommagés peinaient à fonctionner. Mais ses facultés mentales restèrent vives jusqu'au bout, et elle continua à fournir des informations avec la précision prosaïque de quelqu'un qui traite d'affaires courantes. Les derniers mots de Kate, prononcés alors que son souffle devenait trop faible pour pouvoir continuer la conversation, furent une description détaillée de la collection de trophées cachés sous sa maison de plantation. Elle donna des indications explicites vers la cave dissimulée où elle avait entreposé des souvenirs de chaque meurtre, semblant vouloir s'assurer que ses accomplissements seraient correctement documentés et mémorisés. Sa dernière déclaration cohérente exprima sa satisfaction d'avoir vengé la mort de son mari en tuant bien plus d'esclaves que les deux réellement responsables de sa mort. L'équipe de Freeman passa le reste de la journée à fouiller la plantation Bender et à récupérer des preuves confirmant l'ampleur totale des activités de Kate. La cave secrète contenait une collection d'effets personnels, de fragments de vêtements et de parties de corps conservées représentant au moins 43 victimes, soit presque le double du nombre officiellement attribué au mystérieux tueur. Chaque objet était soigneusement inventorié et étiqueté, signe que Kate tenait des registres détaillés de ses meurtres avec la même précision méthodique qui celle qui caractérisait ses techniques de chasse. La découverte du journal de Kate livra les éclairages les plus troublants sur son évolution psychologique, de veuve en deuil à tueuse en série. Les entrées révélaient un esprit passé par divers stades de rationalisation et d'auto-justification, jusqu'à adopter un système de croyances présentant le meurtre de masse comme à la fois nécessaire et sacré. Les dernières pages, rédigées quelques jours avant sa mort, décrivaient des plans élaborés pour étendre son territoire de chasse et recruter d'autres blancs afin de l'aider dans ce qu'elle voyait comme une mission sacrée, éradiquer la rébellion servile dans toute la Virginie. L'équipe de Freeman passa 3 jours supplémentaires à documenter les preuves et à préparer des rapports détaillés pour les responsables du chemin de fer clandestin et pour les autorités bienveillantes susceptibles de veiller à ce que les crimes de Kate reçoivent l'attention appropriée. Ils menèrent également une fouille systématique du territoire de chasse connu de Kate, utilisant les informations de son journal pour localiser d'autres corps jusque-là non découverts. Le décompte final atteignit 47 victimes confirmées, faisant de Kate Bender l'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Les victimes, âgées de 8 à 63 ans, comprenaient des familles entières, aussi bien que des fuyards isolés. La nature méthodique des meurtres, conjuguée à leur mise en scène théologique et au plaisir manifeste que Kate tirait de la torture psychologique précédant la mort, plaça ces crimes dans une catégorie de mal qui défiait la compréhension contemporaine du comportement humain. Le rapport de Freeman sur l'affaire Kate Bender fut diffusé à travers les réseaux du chemin de fer clandestin et les organisations abolitionnistes fournissant des avertissements détaillés sur les techniques que des chasseurs de primes et des rabatteurs d'esclaves pourraient employer contre les évadés. Le rapport incluait aussi des recommandations tactiques pour éviter la détection et se défendre contre des individus prédateurs susceptibles de s'en prendre aux opérations du chemin de fer clandestin à l'avenir. Mais l'impact le plus significatif de la mort de Kate fut peut-être psychologique plus que tactique. L'élimination réussie du démon du comté de Henrico démontra que même les ennemis les plus craints et apparemment surnaturels pouvaient être vaincus par une planification méticuleuse, une compétence professionnelle et une action coordonnée.
Le mythe de l'invincibilité de Kate, qui avait paralysé les opérations du chemin de fer clandestin dans toute la Virginie centrale, se brisa définitivement devant la réalité de son cadavre gisant dans une clairière criblée de balles. Kate Bender mourut comme elle avait vécu, par la violence. Son corps massif demeura immobile dans la clairière. Les mêmes mains qui avaient étranglé 47 innocents reposaient désormais inertes dans la terre de Virginie. La femme qui avait terrorisé toute une région pendant près de 2 ans, qui avait à elle seule paralysé le chemin de fer clandestin à travers la Virginie centrale, s'était enfin tue. L'équipe de Freeman s'employa rapidement à faire disparaître les restes de Kate, comprenant que laisser la moindre preuve de leur implication créerait des complications que aucun d'eux ne pouvait se permettre. Ils enterrèrent son corps dans une tombe anonyme au cœur de la forêt qu'elle avait revendiquée comme son terrain de chasse, veillant à ce qu'aucun monument ne vienne jamais marquer le lieu de repos de la tueuse la plus prolifique de Virginie. La maison de la plantation Bender fut abandonnée peu après, ses sombres secrets scellés sous la végétation envahissante et des murs en ruine. Les habitants du coin évitaient la propriété, la disant maudite, bien que peu connaissent toute l'étendue des horreurs planifiées entre ces murs. En moins d'une décennie, la forêt eut reconquis les bâtiments, effaçant les dernières traces matérielles de l'existence de Kate Bender. Les documents officiels sur l'affaire demeurèrent minimes et délibérément vagues. Le constable Whitfield déposa des rapports laissant entendre que le mystérieux tueur avait simplement disparu, peut-être en partant pour une autre région, peut-être mort de cause naturelle. La vérité sur l'identité de Kate et l'opération de Freeman resta cachée, connue seulement d'un petit cercle d'opérateurs du chemin de fer clandestin qui comprenait l'importance de garder ce savoir dangereux secret. Mais l'impact de la campagne de Kate ne pouvait s'effacer si facilement. Les routes du chemin de fer clandestin à travers la Virginie centrale restèrent largement délaissées pendant des années après sa mort. Le récit du démon de la forêt continua de circuler dans les communautés d'esclaves longtemps après la disparition de la menace réelle. Et les cicatrices psychologiques laissées par son règne de terreur se révélèrent plus durables que sa présence physique, témoignage de l'efficacité dévastatrice de ses méthodes. Au moment où on pensait avoir tout vu, l'horreur dans le comté de Henrico s'acheva enfin. Si cette histoire vous a donné des frissons, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères historiques sombres. Cliquez sur j'aime pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire de ce genre. Que pensez-vous du récit de Kate Bender? Un mal aussi systématique pouvait-il vraiment exister dans l'Amérique des débuts? Découvrons-le ensemble dans les commentaires. L'histoire de Kate Bender nous oblige à affronter une vérité inconfortable sur la nature humaine. Des gens ordinaires, placés dans les bonnes circonstances et animés par certaines motivations, sont capables de mal extraordinaires. Kate n'est pas née monstre, elle a été façonnée par un système qui a déshumanisé tout un peuple, par un traumatisme personnel qu'elle a laissé consumer son humanité, et par une société qui détournait les yeux lorsque la violence servait ses intérêts. Ces crimes nous rappellent que le mal ne s'annonce que rarement par des signes évidents. Il porte souvent le masque de respectabilité, assiste au culte dimanchoir et participe aux activités sociales ordinaires tout en planifiant en privé des actes indicibles. Les prédateurs les plus dangereux ne sont pas les individus manifestement dérangés que l'on peut aisément reconnaître et éviter, mais ceux qui se mêlent à nous incognito, dissimulant leur vraie nature derrière des façades soigneusement construites. Plus troublant encore, l'histoire de Kate Bender montre à quelle vitesse la civilisation peut se déliter lorsque nous cessons de voir les autres comme pleinement humains. Une fois cette reconnaissance fondamentale perdue, une fois que nous commençons à considérer autrui comme inférieur, il n'y a plus de limite à la cruauté que nous pouvons justifier à nos propres yeux. Ce mystère nous enseigne que la capacité de faire le bien comme le mal existe dans chaque cœur humain, et que les choix que nous faisons dans les moments de crise révèlent qui nous sommes vraiment. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que tout a été révélé ou secret plus sombre, enfoui dans les forêts de Virginie, réside-t-il encore, terrel? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez d'autres récits d'horreur historiques comme celui-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères sombres. À la prochaine vidéo.